La saison 4 du podcast de Flash Formation vous est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Que ce soit pour le refinancement, l'achat ou la préautorisation hypothécaire, communiquez avec l'équipe de Francis Perrault-Varin pour avoir le meilleur taux au meilleur prix. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Flash Formation. J'espère que tout le monde est en forme aujourd'hui pour un épisode spécial où on reçoit M. Patrick Taillefer, directeur du service incendie de Laval, un des plus gros services incendie au Québec. Donc aujourd'hui avec M. Taillefer, ce qu'on aimerait aborder, ça va être une question de leadership, la planification stratégique et surtout la relation que le service incendie de Laval a faite avec ses citoyens au cours des années, notamment grâce à la fête des pompiers de Laval, événement très connu sur la Rive-Nord. Alors aujourd'hui, avec moi, j'ai M. Patrick Taillefer. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Si tu veux, Simon, on pourrait se tutoyer dès le départ, si tu veux. Bon, pas de problème, Patrick. Excellent. Et également, mon collègue Marc-Antoine. Marc-Antoine, prête pour cet bel épisode? Absolument. Excellent. Bien, tout d'abord, merci beaucoup, M. Taillefer, Patrick, de venir avec nous à l'épisode de Flash. C'est un réel honneur de vous recevoir. Je vais avoir de la misère aujourd'hui dans cet épisode de te tutoyer, mais je vais faire l'effort sans problème. Le parcours d'une personne, souvent, va s'accumuler avec les expériences. Qu'est-ce que ça demande comme expérience d'être le directeur du troisième plus grand service incendie au Québec? Bien, ce que je vous dirais, c'est qu'est-ce que ça prend? Premièrement, ça prend de la passion. Ça prend de la passion. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très passionné dans la vie, autant au niveau du domaine d'incendie. Tout ce qui est domaine d'incendie me passionne. Le fait d'avoir fait 4 services d'incendie au cours de ma carrière m'a permis de développer une expertise différente, autant dans un plus petit service d'incendie, autant dans un moyen service d'incendie, jusqu'à un grand service d'incendie qui est le 6e en Amérique du Nord, là, à Montréal. Fait que ça me fait en sorte que quand je suis arrivé à Laval, ça m'a permis de poser un diagnostic vraiment précis des besoins du service d'incendie. Le service d'incendie était très anémique. Il était très anémique parce que on avait les pompiers, on avait des chefs, des inspecteurs de prévention, mais il manquait beaucoup de soutien au service d'incendie. Pourquoi? Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en 2013, il y avait policiers et pompiers étaient ensemble. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était la protection du citoyen. Les deux services étaient ensemble. OK. On avait un directeur de police qui gérait policiers et pompiers. Ah, OK. Et je vous dirais comme ça, sans insulter personne, mais si le directeur avait le choix d'acheter 6 chars de police ou un camion de pompiers, ben, il achetait 6 chars de police. Jusqu'à temps qu'un directeur, qui est Robert Séguin, a décidé, à son retour, parce qu'il est revenu une deuxième fois, de dire « Moi, je reviens au service d'incendie, je veux vraiment qu'on devienne un service à part entière. » En 2013, il y a eu une séparation. Et quand il y a eu la séparation, c'est là que ça fait en sorte que la police est partie, étant donné que c'est tous eux autres qui géraient les ressources, la paye, ressources humaines, ils sont partis avec l'ensemble des ressources. Du soutien. Du soutien. Et on se retrouvait avec peu de soutien ou pas. OK. Fait que et depuis 2013, le service a construit, vraiment au fur et à mesure. Et à mon arrivée en 2017, comme directeur adjoint, je parlais au directeur qui était plus en fin de carrière. J'avais dit qu'il faudrait mettre un plan stratégique en place. T'sais. Pourquoi? Ben parce que le service grossissait à une vitesse quand même, la ville plutôt, grossissait à une vitesse assez importante. Et ce que ça faisait en sorte, c'est qu'on ne suivait pas la cadence. C'est comme si on s'en allait à Québec. Le service s'en va à Québec, mais on ne sait pas si on va prendre la 20, on ne sait pas si on va prendre la 40. On arrête ça à Trois-Rivières, on arrête ça à Saint-Hyacinthe. Puis qu'est-ce qu'on va aller faire à Québec? T'sais? Fait que là, le chemin, on avait un chemin tracé, mais on ne savait pas vraiment où on s'en allait. Okay. Fait que le fait de mettre un plan stratégique, quand je suis arrivé en poste, a fait en sorte que ça donnait une ligne directrice au service d'incendie. Et c'est venu avec des ressources, tout ça. Il y a eu beaucoup de ressources qui sont venues en place suite à l'arrivée du plan stratégique. On a rajouté 16 ressources de soutien, que ce soit des cadres, et on était chercher des postes spécialisés. Parce que comme pompier,
Des fois, on fait de tout. Hein? On est technicien informatique, on est gestionnaire, on fait des ressources humaines, on fait des statistiques, on fait du 911, on fait de tout. Mais on a des gens spécialisés qui viennent nous soutenir, que eux, c'est leur spécialité. Qu'est-ce qu'on a été chercher dans le plan stratégique? C'est des gens qui sont venus nous soutenir justement à amener le service, comment je pourrais dire ça, à relever la performance du service d'incendie au fil des années. Parce que moi, tout seul, je ne pourrais pas changer un service d'incendie, je ne pourrais pas améliorer la performance d'un service d'incendie, ça prend une équipe. On a l'équipe, on a le soutien des pompiers, on a des gestionnaires, mais ça nous prend aussi une équipe autour pour nous soutenir puis faire avancer le service. Okay. Parce qu'on a beau avoir la plus grande volonté d'un service d'incendie, on se dit hey, moi, je vois le service qui s'en va à tel endroit. Si on est tout seul, ben on n'ira pas loin. Mais justement, Patrick, est-ce qu'à ce jour, tu pourrais nous dresser un peu le portrait du service incendie de Laval? T'sais, en termes de territoire, en termes de caserne, en termes de ressources, peux-tu nous en parler un peu plus? Le service d'incendie, des fois, on est surpris parce qu'on dit que c'est le 3e plus grand au Québec. On a seulement 9 casernes. Si je prends Longueuil, il y a 11 casernes. Si je prends Québec, il y a 16 casernes. Puis Gatineau, bientôt, qui sont 300 000 de population, ils vont avoir 9 casernes. Autant qu'à Laval, où on est 460 000 de population. Ce qu'on a eu la chance à Laval, parce qu'on a un territoire de 242 km², la chance qu'on a eue, c'est que la ville est en plein développement. Et on avait à reconstruire des casernes. Et on a eu la chance de les déplacer à travers tout le territoire. Okay. Fait qu'on est venu les centraliser. La plupart, on va être rendu à 4 ou 5 casernes. Là. La 5e va être en 2028. On est venu tous les déplacer en plein centre du territoire, de chaque territoire à la ville de Laval. Qui a fait en sorte, quand on demande 10 pompiers en 10 minutes partout sur le territoire, ça nous a permis d'être centralisés. Sinon, il aurait fallu rajouter une 10e, une 11e caserne. Puis le choix qu'on a fait, c'est de déplacer les casernes. Puis je dis tout le temps aux élus qu'on bâtit les casernes pour 50 ans, mais là, c'est plus que 50 ans, et de les faire des casernes à 4 ou 5 portes et de rajouter des véhicules. Fait qu'on a dit une caserne à un véhicule, mettons une autopompe, une échelle aérienne. Là, on est rendu à 2 casernes qui ont 2 autopompes, une échelle aérienne. On grossit, qui fait en sorte que le temps de réponse reste toujours le même, malgré la grandeur de la ville, malgré la grandeur du territoire. Ça fait en sorte qu'à 460 000 de population, on intervient 10 pompiers en 10 minutes partout sur le territoire, 97 % du temps. Okay. C'est 90 % ce que le ministère demande. Ça fait en sorte qu'on a eu cette chance-là. On n'a pas toute la chance. Il y a des villes comme Montréal, Québec ne peuvent pas déplacer les casernes parce qu'il n'y a pas de, y a pas de place, l'espace n'est pas là. Nous, on a eu cette chance-là, puis on a pris cette chance-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une très bonne performance sur le territoire. Puis on est capable de cette manière-là, le service grossit. Puis à un moment donné, on va racheter un autre véhicule. On a une échelle aérienne qui s'en vient à la fin de l'année, qui va être dans Hauteuil. Malheureusement, la caserne elle va être terminée en 2028. Celle-là, c'est la dernière qu'on fait. Fait qu'elle va être placée momentanément dans une autre caserne. Mais ça fait en sorte que le territoire grossit. À Laval, on a 320 pompiers. On a 25, avec si je compte les chefs, 25 personnes dans la division de prévention. On a une spécialité, on a le premier répondant, qui est là depuis 2 ans et demi environ. On a sauvetage nautique, sauvetage glace. On a matière dangereuse, mais on est au niveau opérationnel. On a le soutien de Montréal. Là, on a une entente avec Montréal pour intervenir au niveau, quand c'est des interventions plus... on a besoin des techniciens. On a le sauvetage hors route, parce qu'on a un gros... Dans l'est de la ville, on a tout un territoire qui est vraiment... qui touche... tout ce qui est sauvetage en route là, dans les sentiers. Il y a du agricole aussi dans ce coin-là. Oui, on a une bonne partie du territoire qui est agricole. Là. On a 3 quartiers industriels. Il y en a un dans l'ouest, un dans le centre de la ville, à peu près, puis un dans l'est. Okay. 3 grands quartiers industriels aussi à la ville de Laval. Puis environ 10 000, un petit peu moins de 10 000 appels par année au niveau de la ville. C'est vraiment une ville qui est en pleine expansion au cours des prochaines années. Je pense qu'on parle d'une projection de future d'expansion de population de combien environ? À Laval, il y a 8 nouveaux arrivants par jour, à tous les jours qui rentrent. Beaucoup de gens de la diversité qui arrivent sur le territoire. Au cours des prochaines années, on dit qu'on va dépasser Québec, puis c'est sûr qu'on se fait un plaisir malin on va dépasser la capitale. En 2035-40, on va dépasser en population la ville de Québec, mais on va continuer à grossir dans les années futures. La ville, sur le territoire, on a environ de prévus, il appelle ça des unités à la ville de Laval, là, c'est 125 000 unités.
Ça peut être un condo, un duplex, un bungalow et un cottage. Et c'est de 2 à 3 personnes par unité. Fait que si vous faites le calcul, là, ça peut aller de 250 000 à 375 000 personnes de plus de citoyens supplémentaires à la ville de Laval. On a dans le dernier schéma, pas celui-là qui est en cours, mais le premier schéma, quand je suis arrivé, il y avait des bâtiments de grande hauteur. Il y avait environ 80 bâtiments qui s'étaient bâtis, d'environ 8 étages et plus. Et il y en a autant qui s'en viennent dans les 5 à 10 prochaines années. Fait que la ville est vraiment en pleine expansion. Si vous prenez sur le territoire, il y a des grues partout. Là, il y a un petit ralentissement 25-26, un petit ralentissement dû à l'économie, le coût des matériaux, tout ça, mais il y a un ralentissement qui va reprendre plus en 27-28 au niveau des constructions. Patrick, tu nous as parlé tantôt à ton arrivée, tu as fait un diagnostic, si on veut, puis vous avez créé plutôt un plan stratégique. Peux-tu nous parler un peu du rôle de cet outil-là pour un service incendie comme celui de Laval? Je n'ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que dans le sens, quand on est arrivé à Laval, la ville est en expansion, le service est en expansion et aussi tous les services de la ville est en expansion. Puis ça crée une grosse pression sur les services d'incendie. Et lorsque le service s'est séparé, la première chose en 2013, c'était de commencer à construire un service. Quand je suis arrivé en 2017, ça faisait déjà 4 ans que le service était séparé. Puis là, on était rendu à une étape de dire où on se voit. C'est aussi une question de timing. Le timing était bon, était favorable à Exactement. ça. Parce que, étant donné qu'on ne savait pas, je vous dirais qu'on ne savait pas, je ne dis pas qu'on ne savait pas ce qu'on s'en allait, mais il y avait tellement d'intrants qui rentraient partout au service que si on ne faisait pas un plan stratégique, on aurait perdu un petit peu le contrôle de où on se voit dans 5 ou 10 ans. Puis le plan, on l'établit vraiment pour les 10 prochaines années. C'est un plan sur 5 ans, 23-27, 2023-27. Mais on l'a établi sur 10 ans, une vision de 10 ans. Okay. Où on se voit dans 10 ans. Puis tout ce qu'on veut mettre en place, la structure qu'on a mis en place dans le plan stratégique, on a créé une nouvelle structure. On a vraiment changé toute la structure du service d'incendie. On a mis une nouvelle structure en place pour qu'elle passe les 10 prochaines années. Parce que vous savez que les schémas de couverture de risque maintenant sont sur 10 ans, ne sont plus sur 5 ans. Fait qu'on est en train, on va commencer le bilan du dernier schéma, puis on va faire un plan stratégique sur 10 ans. Fait que ça va nous permettre, même en rajoutant des pompiers, d'être capable de soutenir la cadence. Alors que si on restait comme on était là, on disait tout le temps, nous autres, le mot dans le service, on était anémique, on ne pouvait pas rajouter des pompiers. La direction générale nous aurait dit, Patrick, je vais rajouter 50 pompiers de plus, 3 camions. On aurait dit, on serait vraiment une petite boule, puis on serait mis à pleurer. Okay. On serait mis à pleurer, puis on aurait dit, on n'est plus capable. Parce que la structure, le soutien technique qui soutenait l'achat d'équipement, on était rendu, était saturé, on n'était plus capable d'en prendre plus. Fait que le fait d'avoir fait un plan stratégique nous a permis, puis il y a 3 grands axes qui est la performance, l'appartenance, puis la croissance. Les 3 grands axes qui nous a permis de dire, le service en pleine croissance, où on se voit dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on a besoin pour se rendre dans les 10 prochaines années. Puis l'appartenance, on voulait aussi que nos pompiers, nos inspecteurs, puis tout le service, pas juste... Des fois, on est très appartenance pompier, ou on est en appartenance au niveau des inspecteurs, mais on a dit, on veut que tous les employés aient un sentiment d'appartenance au service, parce qu'on veut les conserver. Puis vous savez que dans les prochaines années, c'est de plus en plus dur... avoir des employés. Les gens restent moins longtemps dans les services, dans n'importe quel service. Alors, on voulait que les gens demeurent. Fait que dans l'appartenance, tout ce qu'on met en place, c'est pour qu'il y ait un sentiment fort d'appartenance. Justement, comment est-ce qu'on fait pour créer un sentiment d'appartenance dans un service incendie comme Laval? Le sentiment d'appartenance, on a plusieurs actes, mais dans un des actes, c'est l'image de marque. On a dit qu'est-ce qui ferait en sorte que les gens seraient attirés de venir au service d'incendie. Qu'est-ce qui ferait en sorte que les pompiers, les employés de soutien, les inspecteurs viendraient venir là? Une des choses dans l'image de marque, on a dit, on va impliquer nos pompiers dans les décisions, certaines décisions. Ça faisait des années qu'ils nous demandaient de changer l'emblème. On a formé un comité. Environ, il y avait une trentaine de pompiers, inspecteurs. Il y avait aussi des employés civils là-dedans. Et ils ont l'emblème qu'on a aujourd'hui, c'est une décision du groupe qui a été après ça voté. Ça a fini avec 2 emblèmes, puis on voté un des 2 emblèmes, puis on l'a changé. Dernièrement, on achète nos camions. Tu sais, quand on parle tout à l'heure, vous m'avez posé la question,
vous parlez des diagnostics, ben, nos camions, quand je suis arrivé à la flotte de camions, on avait beaucoup des camions de 37 ans, 35 ans, 30 ans, 28 ans. Fait qu'on a fait un plan sur 20 ans. Le plan stratégique nous a permis de faire un plan sur 20 ans. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Ça faisait partie du plan stratégique dans la performance dans les 20 prochaines années. L'équipement, tout est dans ce plan d'action-là. C'est vraiment planifié sur 20 ans. Achat de camions, achat d'équipement, remplacement de pinces, tout est là. Au complet, là, c'est de A à Z. Et nos camions, on a à peu près 8 autopompes et 5 échalériennes qui vont rentrer au cours de 25 et 26. On avait une opportunité de dire, est-ce que les pompiers sont encore fiers de la couleur des camions? Est-ce que les pompiers ont le goût de... Parce qu'on changeait toute la flotte de première ligne. Et on a fait voter les pompiers. On leur a mis 3 couleurs. Blanc, l'autre couleur, c'était comme un gris et argent, là, et noir. OK. Et les pompiers ont voté à 80% qui voulaient noir et rouge. OK. Et on fait un changement. Fait que toute la nouvelle flotte qui va rentrer va être la nouvelle couleur, avec le nouveau logo aussi en plus. Fait que ça passe par un peu, à travers tout ça, l'implication des pompiers de créer leur propre image de marque, de leur propre service incendie. Oui. En plus, on implique aussi les employés. Je vous donne un exemple. On a une cérémonie, la semaine passée, on a eu la cérémonie des actes méritoires, on accueille les nouveaux employés, les recrues, les retraités, les promotions. Ben, on implique aussi les promotions des employés civils. Okay. Tous les nouveaux employés sont accueillis, ils vont à la cérémonie. On les accueille avec leur famille aussi, ils sont dans la salle, puis ils montent chacun leur tour sur la scène. Et on les remercie d'avoir choisi le service d'incendie. Fait qu'on ne veut pas seulement intégrer, avoir un sentiment d'appartenance des pompiers. On veut un sentiment d'appartenance de toute l'équipe. Parce qu'on veut conserver, si on a des bons employés, on veut les conserver. Parce que dans les années futures, ben, tout le monde va un petit peu s'arracher les ressources, autant pompiers que au niveau des employés civils. On le voit déjà, on voit déjà des problématiques. Et ce qui est avec le temps, les employés qui travaillent pour le service d'incendie, à la Ville de Laval, si je travaille pour les finances, je vais dire je travaille pour la Ville de Laval. Mais quand je travaille pour le service d'incendie, je ne dis pas je travaille pour la Ville de Laval, je travaille pour le service d'incendie. Okay. On voit le sentiment de plus en plus fort et on les a impliqués dans tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a fait faire, quand le nouveau logo était officiellement fait, on a remis à chaque employé, les 400 quelques employés, un petit sac avec une casquette du service d'incendie à tous les employés. On a remis un jeton, le jeton qu'on donne, jeton à tous les employés. Le challenge coin, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Mais pas seulement des pompiers, à tous les employés pour dire vous faites partie de l'équipe. J'aime ça. Et avec le nouvel emblème. Puis justement, parce qu'on voulait vraiment que les gens se sentent vraiment impliqués pour le service. Puis je dis tout le temps aux employés que tu sois un pompier, un inspecteur, un employé, mettons, qui s'occupe des finances, la gestion des effectifs ou même un adjoint, vous sauvez toute une vie à votre façon. Parce que le geste que tu poses dans ton day-to-day fait en sorte qu'au bout de la ligne, ben, soit le pompier a son équipement, soit qu'il est capable de bien performer puis de sauver une vie. Fait que tout le monde sauve une vie à sa manière dans le service d'incendie. Pas directement. Fait qu'on dit tout le temps ça. Puis c'est ça qu'on veut. Dans le sentiment d'appartenance, là, on veut un sentiment fort. Là, fait que c'est ça qu'on travaille là, jour après jour. Est-ce que c'est parfait? Non. Hein? On est dans n'importe quoi. Ça doit être un travail, c'est quotidien. C'est pas juste, c'est jamais quelque chose qu'on peut faire. OK, check, c'est beau, c'est réglé. On a un sentiment d'appartenance, parfait, on passe à d'autres choses. Ça doit être une mode de vie, une culture à tout le temps cultiver à travers les années. C'est pas parfait. Je vous donne un exemple parce que des fois, on dit hey, ça marche toujours bien. Non, mais là, on est comme dans beaucoup de services, on a problème avec des uniformes. On est en appel d'offres, ça a été retardé, les pompiers n'ont pas encore leurs uniformes, fait que des choses, on veut qu'il y ait un sentiment fort, on veut qu'ils soient fiers de leur uniforme, mais là, on a des délais, fait que c'est sûr que ça fait du mécontentement, mais ça reste que on travaille, quand on se lève le matin, tout le temps quand je me lève le matin, puis on dit ça, la direction dit ça, on veut que ça fonctionne. On veut que ça fonctionne, on veut que les gens soient fiers, puis on va prendre tous les moyens pour que ça fonctionne. Autant pour les pompiers, autant pour les citoyens, on veut qu'il y ait un service, un très bon service, puis on va faire tout dans notre possible parce qu'on est tous des passionnés au niveau du service d'incendie. En tout cas, ça s'entend, on l'entend dans le discours, là, on sent la passion à travers tout ça. 37 ans quand même de carrière à pouvoir diffuser comme ça, cette passion-là, c'est quand même assez impressionnant comme tel. Il y a un slogan qui se distingue à Laval qu'on a pu lire, c'est « Zéro décès ne sera pas une statistique ». Ouais. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ça? Bien, quand zéro décès ne sera plus une statistique, on a un petit peu, je fais une farce, mais un petit peu volé ça à Volvo. Okay. Volvo, eux, ont dit qu'ils voulaient que leurs autos fassent en sorte qu'il y ait zéro décès.
Est-ce qu'il y a 0 décès dans des Volvo? Ça me surprendrait. Mais ils ont dit, on va tout mettre en place pour qu'il y ait 0 décès lors que quelqu'un va conduire une Volvo. Il va dire lorsqu'il y a un accident. Nous, on a dit, on va tout mettre en place. C'est sûr qu'on ne peut pas... Il va dire 0 décès, ça va être impossible. On le sait que ça va arriver. Mais on va tout mettre en place pour qu'on se rapproche du 0 décès. Toutes nos décisions sont prises en fonction de ça. Je vous donne un exemple. L'année passée, la division de la prévention, on change la réglementation. Les maisons de 1985 et moins avaient encore des avertisseurs de fumée électriques, pas électriques, mais à batterie, batterie normale, là, comme on a tout dans nos domiciles, en tout cas ceux qui ne sont pas électriques. On a regardé nos statistiques, puis on s'est aperçu que tous nos incendies dans ces résidences-là, soit que la batterie était manquante, était non fonctionnelle, absent aussi. Donc on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. T'sais, on ne peut pas le même matin demander des mètres électriques nécessairement, mais on a changé la réglementation, puis à partir il y avait jusqu'au mois d'avril, tous les avertisseurs de fumée deviennent des piles, des avertisseurs de fumée 10 ans avec piles inaltérables, ou lithium, on dit au lithium, là, mais ça veut dire à partir du printemps, il a fallu que tous les propriétaires changent, là, et étant donné que là, la pile est plus altérable, les gens peuvent pas l'enlever. On est sûr que pendant 10 ans, le citoyen va être protégé. Donc, on a fait ce changement-là, qui est un changement qui ne coûte pas nécessairement un coût. Ça n'a pas toujours des coûts. Dans notre tête, on investit dans le service à un coût, mais ça, c'était pas un coût. Puis, ça a coûté 30-40 $, mais là, c'est une des situations. On a fait une grosse campagne pendant 3 ans sur les feux de cuisson, parce que, comme partout au Québec, il y avait des problèmes de feux de cuisson. Donc, on a fait une grosse campagne médiatique avec nos citoyens. Puis, on a fait des campagnes qui pouvaient rejoindre tout type de citoyens. Okay. Autant de toutes les nationalités, justement, parce que c'était même si la personne ne comprenait pas, mettons, le français, mais avec ce qui était devant elle, on pouvait comprendre le principe, justement, pour se protéger. On accueille nos nouveaux arrivants. Pas 100%, parce à chaque année, on accueille tous les nouveaux arrivants au service d'incendie. La prévention va rencontrer les nouveaux arrivants. OK. On a mis le premier répondant, quand on a mis le premier répondant en place au cours des années, ça fait 2 ans et demi qu'il est en place. On a à peu près 1600, on n'a pas autant d'appels qu'à Montréal, mais on a 1600 appels par année. Et en 2 ans et demi, il y a 500 appels où on a fait la différence, où la personne était en danger de mort, où on a vraiment fait la différence. Et avant cette situation-là, il y avait le temps de réponse, c'était 11 minutes pour une ambulance sur le territoire. Puis on avait des secteurs à 15 minutes, puis d'autres secteurs dans l'Est, puis dans l'Ouest, 17 minutes. Okay. Alors, c'est sûr qu'en 17 minutes, quand tu es en arrêt cardio-respiratoire, on s'entend que... C'est long. C'est pas mal long. Puis nous, on a un temps de réponse un petit peu moins de 5 minutes, partout sur le territoire. Fait qu'on a fait vraiment une différence. C'est sûr que les pompiers vont sauver plus de vies comme ça. Puis on analysait ce qu'on fait du niveau 3, du niveau 2, du niveau 1. Puis où on faisait vraiment la différence. On a dit là, on fait vraiment la différence. Puis on a la capacité de le faire aussi, parce qu'il faut avoir la capacité. C'était de faire du niveau 1. Et là, c'est 1600 appels par année, mais c'est vraiment là où on a fait une grosse différence, à peu près 500 appels au cours des 2 ans et demi de mise en place. Fait que tous les gestes qu'on pose, on le regarde, on regarde notre slogan. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire dans notre geste, dans le quotidien, dans nos décisions pour justement se rapprocher de 0 décès. Est-ce qu'on va arriver à 0 décès? Malheureusement, non. On ne peut pas être inévitable, mais on prend toutes les décisions, autant opérationnelles qu'au niveau de la prévention. Ça devient vraiment plus qu'un slogan, ça devient la ligne directrice des décisions qui sont prises dans le quotidien, finalement, pour l'organisation. Oui, exactement. OK. Un des aspects que j'aimerais aborder avec toi, c'est la relation que le service incendie de Laval a réussi à créer au courant des dernières années avec ses citoyens, entre autres via la fête des pompiers de Laval. C'est un événement qui est vraiment unique, en mon sens, et puis très connu sur la Rive-Nord, en tout cas de Montréal. Pourrais-tu nous parler un petit peu, qu'est-ce que c'est la fête des pompiers de Laval? La fête des pompiers de Laval, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle aussi un petit peu de l'historique avant de vous dire. Oui. Comment c'est né? C'est né un petit peu, c'est pas la direction qui s'est levée un matin qui disait on pourrait faire une grande fête, c'est né vraiment des pompiers. OK. Puis de l'association des pompiers à l'époque, qui voulait faire un virage au niveau de la vision. On regarde différentes villes pendant
des négociations, quoi que ce soit, ont eu beaucoup de moyens de pression. Puis là, je vous dirais, la majorité des villes, puis Laval en faisait partie. Et à cette époque-là, il y a eu un virage de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plutôt montrer que on n'est pas juste là pour faire des moyens de pression, mais on est là aussi pour accompagner les citoyens. Puis à cette époque-là, ils ont fait 2 événements. Il y a un événement qui n'existe plus, mais c'était la Grande Fête des pompiers. Puis à l'époque, il y avait le Noël... j'ai un blanc de mémoire, là. C'était... je me souviens plus, mais en tout cas, j'ai un blanc de mémoire, mais c'était un événement pour les enfants défavorisés pour acheter des cadeaux. Okay. Je pense que c'était le Noël en or que ça s'appelait, mais j'ai un blanc de mémoire. Celui-là, il était disparu avec le temps. Puis la Grande Fête, c'était vraiment pour que les pompiers s'impliquent avec leur population, puis faire connaître le métier de pompier. Pour dire, c'est quoi être pompier? Avec le temps, ça s'est transposé, les schémas sont arrivés, ça s'est transposé dans un schéma de couverture de risque, et là, on a utilisé ce véhicule-là qui a été mis en place à l'époque, et pour commencer à sensibiliser la population. Parce que dans les schémas de couverture de risque, on est très ciblé sur, mettons, les pompiers font du porte-à-porte, nos inspecteurs font des inspections de bâtiments, de 8 étages, de 8 logements et plus, et nos pompiers font du porte-à-porte. Mais est-ce que c'est le meilleur véhicule tout le temps pour sensibiliser ou rejoindre notre citoyen? C'est de plus en plus dur. Si on regarde le taux de pénétration, là, quand on fait du porte-à-porte, là, c'est assez faible. Là. C'est assez faible. Et on a dit, cette grande fête-là, avec les années, on est passé, quand je suis arrivé à Laval, on était à peu près 25-30 000. Puis la plus grosse année était de 55 000 citoyens qui a été rencontrés. Et on a rajouté la course des pompiers, qui s'est rajoutée au fil des années, la course des pompiers. Et la course des pompiers, quand je suis arrivé, c'était peut-être 3-4 000 coureurs. Puis là, on va être en 10 à 15 000 cette année. Puis il y a un marathon qui compte pour le marathon de Boston, d'Ottawa, n'importe quel marathon. Là, et ce qu'on a voulu développer avec les années, c'est plusieurs axes. Faire connaître le métier de pompier. Quand les gens viennent, on voit c'est quoi le métier de pompier. On a la sensibilisation de la prévention. Quand les gens viennent, on en profite. On a il y a pas ça une caserne mobile. Là, les enfants viennent, puis c'est une roulette avec de la fumée à l'intérieur. On en profite de sensibiliser les familles. On a la sécurité civile. On en profite pour sensibiliser aussi les familles aux les différents aléas qui viennent avec comment se préparer à avoir... d'être prêt à faire face. Nous, à Laval, on ne dit plus une 72 heures, on dit 72 heures plus. C'est dans le sens qu'on veut, c'est que le citoyen soit capable de subvenir à ses besoins, 72 heures. Et on aussi le premier répondant. On veut former pour la vie. On a un slogan au service. Tout ce qui est on forme la population, ça s'appelle former pour la vie. C'est qu'on fait, c'est qu'on forme nos citoyens dans aussi la fête des pompiers. Alors, ce qu'on veut, c'est quand le citoyen passe à travers toute la grande fête, il y a un aspect qui peut sauver une vie. Parce que dans le plan stratégique, il y a la chaîne de survie. C'est une dans la croissance qu'on voulait dans la performance organisationnelle, c'est toucher à la chaîne de survie. Ça veut dire que j'ai mon ambulance qui arrive, j'ai mes premiers répondants, j'ai nos policiers aussi qui sont DEA, qui sont formés DEA. Puis après ça, on voulait former nos citoyens. On voulait que nos citoyens puissent faire une manœuvre le temps que les pompiers arrivent ou les policiers, après ça, une ambulance. Les intégrer dans la chaîne de survie. Dans la chaîne de survie. Alors, ils sont formés. Après ça, on voulait qu'ils soient prêts s'il y a un incendie, avec la sensibilisation. On voulait aussi, si on arrive, il y a de plus en plus d'aléas naturels qui soient prêts aussi. Et on veut qu'ils connaissent le métier de pompier aussi, qu'ils ne soient pas surpris quand les pompiers arrivent. C'est quoi le métier de pompier? À quoi s'attendre? Ah ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est très méconnu. On dit souvent, les pompiers, ça fait éteindre les feux. Qu'est-ce que ça fait quand ça éteint pas de feu? Mais c'est beaucoup plus que ça. On est rendu un métier multifonctionnel. On touche à beaucoup de branches dans un service d'incendie. Dans le schéma, j'aurais aimé ça changer le nom, mais c'est très historique changer un nom d'un service d'incendie, mais beaucoup en Amérique du Nord, on voit souvent qu'il y a des services qui changent. C'est comme si je dirais, au lieu que ça s'appelle le service de sécurité incendie de Laval, ça serait le service de sauvetage urgence Laval. Okay. Parce qu'on ne fait plus que de l'incendie, on fait de l'urgence puis du sauvetage dans tous les créneaux. Mm-hmm. Et beaucoup de services en Amérique du Nord ont changé de nom, justement, parce que c'est plus qu'un service d'incendie, c'est vraiment multifonctionnel. Oui, puis on voit ça aussi beaucoup en Europe, le service de secours, des choses comme ça. Mais toucher un nom... c'est très historique. C'est sensible. J'aurais pas voulu toucher à ça, mais on peut mettre tout en place pour que ça fonctionne, pour soutenir nos citoyens. Pas obligé de changer le nom. Ouais. Mais le principe est là. Puis la grande fête permet de tout faire ça. Et en plus, on voulait le volet de dire, on voulait encourager les citoyens à se tenir en forme. Fait qu'on a dit,
Fait qu'en plus, on était plus loin. Dans la chaîne de survie, on a dit en plus... Prévention. Okay. Alors, on a des courses de tous les niveaux. 1 km, 2 km pour les jeunes enfants. Les familles viennent courir avec les enfants... 1 ou 2 km, il y en a qui viennent même avec les enfants à chaise roulante, tout ça. Après ça, on tombe au 5, 10, demi-marathon, puis marathon. Fait qu'on veut vraiment que les citoyens se tiennent en forme. Mais là, on a des gens, là, c'est rendu de plus en plus. On a 500-600 personnes environ qui viennent de l'international. De plus en plus, il y a des gens qui Puisque c'est une étape pour se qualifier pour les marathons. Fait qu'on voudrait vraiment toucher à tous les créneaux. Et la fête a grossi de plus en plus. Donc, justement, profitons-en. Course des pompiers de Laval, le 31 mai, 1er juin. Où est-ce que ça se fait exactement? Ça se fait au collège. C'est vraiment où est-ce que le collège Montmorency. C'est tout le site, là. C'est dans le stationnement, vraiment, du collège Montmorency. À côté de la station de métro, dans le fond, Montmorency. Oui, exactement. Okay. Exactement. La ville de Laval veut que ce secteur-là devienne un petit peu comme Montréal, un secteur de spectacle, le secteur fait un virage, parce qu'avant, on était au Centropolis pendant beaucoup d'années. Et maintenant, on est dans ce secteur-là parce qu'ils vont développer le secteur parce que la place Belle, tout ça, ils veulent vraiment que ça devienne un quartier des spectacles, tout ça. Fait que on fait un petit peu... On fait une transition pour les soutenir là-dedans dans le développement, là. Moi, je trouve ça tellement intéressant, cette approche-là, parce que combien de fois que les citoyens ne connaissent pas leur service incendie, n'ont pas de relation avec leur service incendie, ou j'explique souvent aux pompiers, je suis persuadé que la très, très, très grande majorité des gens qui appellent le 911 le font pour la première fois face à leur service incendie. Fait que d'être capable de créer un événement comme ça va tellement venir bonifier la relation avec le citoyen, puis de pouvoir passer des messages de prévention comme ça, parce que veut pas, faire le tour des 400, on a combien d'unités de logement à Laval, rejoindre les 400 000 et peut-être éventuellement jusqu'à 700 000 de population, en faisant du porte-à-porte, ça va être très, très long, alors que là, un événement comme ça devient, en une fin de semaine, mais une grosse fin de semaine, on s'entend d'organisation, devient une occasion unique de pouvoir rejoindre comme ça les citoyens, puis mieux faire comprendre le service incendie. Organiser ça comme ça, on disait tantôt que c'était un gros événement, ça déborde de simplement le service incendie. Là, j'imagine que c'est la ville au complet qui est impliquée là, avec les loisirs. On est vraiment... Il y a les loisirs qui sont impliqués avec nous, il y a les communications villes qui sont impliquées avec nous, il y a de la publicité qui est faite, là, ça part très tôt, puis surtout pour la course. On a la fondation, puis c'est sûr que la course, l'argent qui est ramassé lorsque la course est autofinancée, et il y a une partie des dons qui s'en vont à la fondation. Il y a une année qu'on a remis, la plus grosse année, je pense, c'est 77 000 qu'on a remis à la fondation des pompiers des Grands Brûlés? Oui, des Grands Brûlés, ouais. Okay. Fait que la course est vraiment pour les Grands Brûlés. Okay. On l'a fait justement en collaboration avec eux. Fait qu'eux nous soutiennent aussi dans ce projet-là. Mais c'est un projet qui demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie au service. Je vous dirais qu'en préparation, ça a dépassé un peu le service. La grosseur que c'est... que l'événement, c'est le plus gros événement à Laval. Okay. C'est le plus gros événement. Puis au Québec, de ce style-là, c'est le plus gros événement au Québec. Ben, et le rayonnement est assez grand parce que moi, j'habite sur la rive nord de Laval, puis des enfants, des amis de mes enfants portent des t-shirts de la course des pompiers de Laval, de la fête des pompiers de Laval, fait que ça a vraiment un rayonnement qui est encore plus large que simplement la ville. Ça a un rayonnement pour le métier au complet parce que le citoyen ne fait pas nécessairement la différence des fois entre un service incendie ou un autre. Les pompiers, c'est les pompiers. Comme policiers, c'est les policiers. T'sais. Non, puis une image vaut mille mots. Je vous donne un exemple. Il y a un des plateaux, il y a un camion de pompiers qui arrive, il y a un feu de cuisinière avec de l'huile. Okay. Et là, il y a quelqu'un avec une grande perche qui met juste un verre d'eau dedans. Le classique. Elle lève à 20-25 pieds. Et là, les gens font comme « Oh! » Fait que là, c'est sûr, juste ça, c'est assez pour dire que... Tu sais, là, explique après ça quoi faire en cas. Mais il y a plein de petits plateaux comme ça, autant avec la technologie, avec ton portable. Ils montent un feu de portable qu'il y a eu dans un lit, tout ça. Tu sais, il y a vraiment différents plateaux qui font en sorte que... Et il y a aussi des activités pour les enfants vraiment plus... qui s'amusent aussi, là, avec des jets, tout ça. Mais il y a de l'éducation. Il y a de tout. Éducation pour les adultes, l'éducation pour les enfants. On touche à tout. Rejoindre toutes les strates de population. Comment c'est pas la seule initiative, par exemple, que le Service incendie de Laval a faite pour rejoindre ses citoyens? C'est les autres initiatives que vous avez mises en place. Tantôt, on a parlé de la formation RCR. C'est maintenant quelque chose qui est disponible au Service incendie? Au niveau du premier répondant, ce qu'on voulait, c'est que dans la chaîne de survie, on a dit, bon, on va toucher notre population, on l'a dit, on est en chaîne de survie, mais on a dit nos employés aussi à la ville de Laval. Et là, on est venu installer dans tous les bâtiments de la ville des DA
alors qu'il n'y en avait pas avant, tous les bâtiments. Et on a commencé à former les employés de la ville de Laval. On a commencé par la direction générale, bientôt nos élus. Et là, on est rendu, il y a environ 5000 employés à Laval. On est rendu à peu près 1000 personnes formées environ. Là. C'est sûr qu'on a une capacité, mais on forme nos employés. Fait qu'on a dit, si j'ai un citoyen dans un bâtiment, mettons une bibliothèque, puis il y a un arrêt cardio-respiratoire, mais j'ai un employé qui ne va pas le soutenir. Et le temps qu'on forme tous les employés, on a quand même créé des petits vidéos qui sont accessibles aux employés, qui ont été envoyés pour tous les employés de la ville. Fait que l'employé peut regarder comment utiliser un DA, le temps qu'on ait une formation, une vraie formation avec les employés. Fait qu'on a vraiment tout fait ça. Fait que là, on touche à tous les niveaux. Employés, citoyens. On veut dans le futur, c'est ça qu'on veut dans le futur. Ce qu'on aimerait, c'est, dans le futur, ça fait partie du plan stratégique, c'est que on puisse former les employés, pas les employés, mais les citoyens dans nos casernes. T'sais, on veut, dans le futur, dire comment on pourrait que les citoyens viennent dans nos casernes et qu'on puisse les former. OK. Donc, ça va être éventuellement ça, le volet citoyen. C'est ça qu'on aimerait. Je parle de ce volet citoyen-là par rapport aux premiers répondants. Au niveau de tout ce qui est on a parlé tout à l'heure, là, tout ce qui est vérification d'avertisseur de fumée. On est très conservateur dans le milieu d'incendie. Moi, je ne me considère pas comme un directeur conservateur. Puis le service d'incendie de Laval n'est pas un service, je trouve, non plus conservateur aussi au niveau de ça. Il va falloir réfléchir dans les prochaines années, puis ça fait partie du nouveau schéma de couverture de risque. Est-ce que le porte-à-porte traditionnel qu'on fait, qui a un taux de pénétration, ça dépend des villes, j'imagine, assez quand même bas, est-ce qu'il ne faudrait pas le jumeler avec d'autres activités, justement, et pour qu'il soit plus performant? Parce que le but ultime, c'est d'essayer d'ouvrir la porte du citoyen ou de rejoindre le citoyen. Et si on continue comme ça, puis je vous donne un exemple, nous, on fait 14 400 portes par année, mais il y en a peut-être 3 000 4 000 queues environ, en moyenne. Il y a quand même 10 000. On met un accroche-porte. C'est sûr que l'accroche-porte, on a commencé l'autodéclaration. Fait qu'il y a l'autodéclaration. Le citoyen peut dire, ben, je vais aller faire une autodéclaration avec son téléphone, je vais vérifier mon avertisseur de fumée, puis je vais m'assurer qu'il fonctionne, puis je vais le rentrer sur le site. C'est un moyen. Maintenant, il y a d'autres moyens. Est-ce que, outre ce moyen-là, est-ce qu'il faudrait, dans le futur, dire à toutes les fois que j'ai une intervention, que nos pompiers rentrent dans une maison, puis on ne parle pas d'un incendie, là, mais mettons, j'ai un alarme en opération, je rentre, je suis déjà chez le citoyen, je vais vérifier son avertisseur de fumée, je vais en profiter pour me faire le voisin de gauche, le voisin de droite, et ça fait en sorte que je viens de rejoindre 3 citoyens. Là, c'est sur l'intervention. Sur l'intervention. Dire, ça, c'est un autre moyen qu'on réfléchit à faire dans le futur, dire, est-ce que je pourrais rejoindre 3 citoyens, ça veut dire que si on a, là, on a 10 000 appels, mais c'est pas les 10 000 appels, des fois c'est accident de tout ça, mais mettons que, je dis n'importe quoi, on a 5 000 appels qui touchent un bâtiment. Qui touchent un bâtiment qui n'est pas en urgence, puis ça peut être du PR aussi, des fois, tu arrives sur une intervention, en fin de compte, la personne a eu une perte de conscience, mais elle n'était pas en arrêt cardio-respiratoire, tu attends l'ambulance. Ben, je pourrais faire à des heures aussi décentes. Là. Oui. Pas à 1h du matin. Fait que, on dit 5 000 appels, ben, même matin, ça va être 15 000 visites qu'on pourrait faire sans déplacer nécessairement les pompiers sur des visites. Il y a l'autodéclaration. Il y a, nous, la grande fête des pompiers. On rejoint au-dessus entre 35 000 et 55 000 personnes, ça dépend des années puis de la température. Il y a différents moyens, parce qu'on est très conservateur, puis on fait, depuis le début des schémas, on fait la même chose depuis le début du schéma. On fait du porte-à-porte. On se pose pas la question de dire, est-ce que c'est le meilleur moyen, puis est-ce que c'est le meilleur moyen de rejoindre la population, et est-ce que c'est le meilleur moyen aussi de rejoindre la nouvelle population, parce que nos jeunes ne fonctionnent pas comme... Ouais. Alors, il y a différents volets, parce que si on reste centré sur la même approche. Même approche, exactement. Ben, je pense qu'on manque quelque chose. Fait que c'est pour ça que nous, dans le plan stratégique, on est en train de réfléchir à faire autrement. C'est sûr, quand on fait des changements de même, ben, faut discuter avec nos partenaires syndicaux quand on fait certains changements. Mais c'est sûr que nous, on veut regarder une nouvelle approche qui fera en sorte que ça va être plus performant et qu'on va pouvoir rejoindre. On a commencé aussi, il y avait ça aussi à l'époque à Montréal, on va commencer aussi une brigade d'avertisseurs de fumée. À des heures ouvrables, mettons, en fin de journée, fin d'après-midi, jusqu'après le souper et la fin de semaine, parce qu'on veut rejoindre aussi une autre partie de population qu'on n'est pas capable de rejoindre. Fait qu'on va mettre différents véhicules pour rejoindre la population qui va faire en sorte que le but, c'est de se rapprocher toujours du 0 décès. Et parce qu'on ne veut pas faire, je vais dire ça comme ça, check sur une liste, dire hey, on a fait nos visites, c'est fait, on le dépose dans notre schéma, on envoie ça au ministère.
on est content, c'est fait. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de faire? T'sais? Le 0 décès, à la prime abord, on pourrait penser que ça touche l'incendie, mais tout ce que j'entends de la part des actions qui sont posées, on se ramène à la chaîne de survie, on parle du premier répondant, on parle de défibrillation. C'est le 0 décès beaucoup plus large que ce qui touche l'incendie classique. Oui. Est-ce que les services incendies au Québec vont être appelés dans le futur, selon toi, à prendre cet axe-là, de ne plus simplement se concentrer sur l'incendie, mais de prendre aussi cet axe-là médical, finalement, et d'éducation du public? Parce qu'il y a comme un manque en ce moment. Les services d'ambulance ne font pas nécessairement ça. Il n'y a pas de message de prévention ou, par exemple, l'implantation des défibrillateurs. Ben, c'est les services incendies qui le font. C'est quoi ta vision des services incendies par rapport à ça? Ben, personnellement, c'est sûr que on va continuer notre travail au niveau de ce qui est sécurité incendie. On n'a pas le choix avec autant la prévention que les interventions. On va continuer à travailler ce volet-là. Je veux dire, parce que des incendies, malheureusement, on va tout le temps en avoir. Fait qu'on peut pas dire, mais matin, on laisse tomber ça. Mais c'est une somme de tout. Fait que moi, je pense pas que les services d'incendie devraient juste dire, moi, je vais... Puis c'est pas tout le monde aussi qui a la capacité, parce que là, on est quand même un service d'incendie qui est, je vais dire, qui est choyé en fait d'investissement. La ville croit en service d'incendie, puis investit dans le service d'incendie au cours des 5-6 dernières années. Si je calcule la dernière caserne, la construction va commencer au mois de mai-juin, à peu près dans ce coin-là. On va investir au-dessus de 140 millions au cours des années avec l'achat des véhicules. On a déjà rénové deux autres casernes qui ont été reconstruites au complet. Croit dans son service d'incendie. C'est sûr, on fait qu'on a quand même cette chance-là. Ça, c'est une des choses. Mais c'est une somme de tout. Si on se concentre juste sur ce volet-là, ben, je crois qu'on oublie des choses importantes. Je crois, puis présentement, il y a des discussions provinciales au niveau du premier répondant. Je crois que le plus, je dirais l'ensemble, mais je pourrais peut-être pas dire l'ensemble, mais je pense que tous les services d'incendie, en tout cas, la majorité des incendies devraient avoir le premier répondant, au moins de niveau 1, parce qu'on a des pompiers qui sont aptes à intervenir jusqu'à temps que l'ambulance arrive. Ils ont déjà des formations à l'école de pompiers. Ils sont formés. Ils ont déjà la formation au collège, puis à l'IPIC au collège. Et ils ne l'utilisent pas. C'est comme si on était formé pour la désincarcération. Mais on s'en sert pas. On s'en sert pas. Je comprends. Alors, on est formé. Je trouve que là, il est arrivé dans des services et on ne l'utilise pas nécessairement. C'est sûr, si on sort une victime, on va faire des manœuvres dessus lors d'un incendie. Mais je pense qu'on devrait aller plus loin que ça. Parce que il y a un pompier qui m'a posé une question quand on a fait une tournée de caserne. Il dit, Monsieur le directeur, j'ai une question. Il dit, qu'est-ce qui arrivait avant qu'on soit premier répondant à la personne qui ça prenait 17 minutes à avoir l'ambulance? C'est ça. J'ai dit, poser la question s'il répond. Malheureusement, il y avait possiblement un décès. Alors, le fait qu'on a mis le premier répondant en place a sauvé des vies, c'est sûr, là, à 100%, là, qu'on offre, comme à Montréal, comme à Sherbrooke, comme dans beaucoup d'autres villes. Parce que on va sauver plus de gens comme ça qu'on va en sauver dans un incendie. Et tout ce qui est les changements climatiques aussi. On s'en va dans des changements climatiques. Il faut se préparer, il faut que nos pompiers, les services d'incendie soient prêts à faire face aux changements climatiques. Il va en avoir de plus en plus. Il va falloir que les services d'incendie se soutiennent aussi. C'est pas seulement une affaire. Nous, on a signé des ententes avec toute la couronne nord au complet, des ententes, tous les services qui longent Laval, on va dire, plus avec Montréal. Pourquoi? Ben, c'est sûr que oui, on va pouvoir les aider, mais c'est pas nécessairement à sens unique. Si on signe des ententes, ben, c'est parce que ça peut être d'un bord comme de l'autre. Il va falloir se soutenir parce que c'est dispendieux. Les services d'incendie, c'est quand même dispendieux, les coûts liés aux services d'incendie. Il va falloir s'entraider, il va falloir partager nos ressources dans le futur, au niveau des services d'incendie, parce qu'on n'offre pas que de l'incendie. Ça va être... quand on parlait de changer de nom de service, là, c'est qu'avec tous les changements... Oui, c'est le secours, parce que malheureusement, peut-être que vous et moi, on va être à la retraite d'ici là, mais il va y avoir beaucoup de changements au niveau du service d'incendie, malgré qu'on a une entente avec Montréal pour le sauvetage lourd, là, espace clos, puis effondrement de structure, puis
glissement de terrain, on va développer une équipe quand même dans le futur. Pourquoi? Ben, on a un plan de changement climatique à Laval, puis dans le plan de changement climatique, on a regardé où on devrait être autonome. Puis ça, c'est quand je dis un plan de changement, c'est pas juste pour le service, c'est vraiment pour toute la ville au complet. Et ça touche les travaux publics, ça touche le service de police, ça touche l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les changements climatiques qui arrivent pour être capable de diminuer les impacts? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour être capable d'être le plus près possible? Et demain matin, je vais dire n'importe quoi, il y a un ouragan qui passe à travers Montréal, Laval, puis la Rive-Nord. Ben, c'est sûr que Montréal, malgré qu'on a un entente, il ne viendra pas nous aider. Puis c'est sûr que la Rive-Nord... On va être débordés. Ils vont être débordés. Fait qu'il faut avoir un minimum d'expertise pour être capable d'intervenir. Fait que c'est sûr que ce volet-là, on va le développer. Plus en 27-28, on va développer ce volet-là. On a commencé à acheter de l'équipement, un véhicule, puis on va commencer à former nos pompiers justement pour être un minimum autonome. T'sais, on n'aura pas de U-Star à Laval, mais on va être capable de se soutenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un effondrement d'un bâtiment partiel, quoi que ce soit, on va être capable d'aller chercher un pompier, alors que là, présentement, on n'a pas l'expertise. Si on a quelqu'un des travaux publics qui est pris dans un espace, on va être capable d'aller chercher dans des situations où on ne peut pas avoir de service d'un autre service. Si on a beaucoup de chantiers, ben, on va être capable aussi, s'il arrive quoi que ce soit, un travail de la construction. Puis après ça, toute la population, on va être capable de soutenir la population un minimum pour être capable. Fait que c'est sûr et certain que c'est sûr qu'on va essayer dans tous les créneaux, justement, d'être capable d'être autonome. Depuis tantôt, on parle de changement, à quel point, depuis ton arrivée, il y a eu l'implantation d'un plan stratégique, l'amener du premier répondant, plein de changements au niveau de l'organisation. Mais comment est-ce que vous gérez le changement? Vous sembliez être bien habile là, au niveau de l'organisation, mais peux-tu nous parler un peu de la gestion du changement? Ben, c'est sûr et certain que quand on a déposé le plan stratégique, on n'a pas juste déposé le plan stratégique comme ça, on a dit bon, on s'en va encore là. On s'est entouré d'une équipe. On va dire, je fais souvent des faces, on est juste des pompiers. Ça, mon boss, ma boss n'aime pas ça quand je dis ça, mais on est juste des pompiers, mais on développe avec les années d'expertise. On vient fort un petit peu en gestion de changement, en gestion des employés, en gestion des cas difficiles, en différents, on se développe. Mais on est pas nécessairement spécialisé là-dedans. Fait que c'est important, c'est sûr, quand on fait un gros changement, quand même de s'entourer. C'est sûr, quand on a fait le plan stratégique, on s'est associé avec une firme qui est venue nous soutenir, mais on s'est aussi associé avec les ressources humaines, avec une équipe de gestion du changement, pour bien faire les choses, parce que quand on fait un changement, je fais souvent des faces, quand je parlais de la gestion du changement, puis je suivais un cours à l'université, elle me disait toujours, faites un petit changement juste pour voir c'est quoi le changement. Fait qu'à ma caserne, j'avais juste pris la poubelle, qui était assez simple. Je l'ai changé de place, puis j'ai tassé le meuble de café, puis j'ai mis la poubelle à l'autre place. Et c'est en train de créer une chicane inter-équipe. Il y a le cook qui coupait les légumes, arrive lancer ça dans la poubelle, qui était habitué, il n'était pas là, frappait le mur. Qui c'est qui a changé ça? Ça doit être le 2. Moi, j'étais sur le 3. Et ça, là, fait que là, le soir, tu vas vous changer juste pour une poubelle. Fait qu'on disait, je faisais cette analogie-là parce que je dis, si c'est une poubelle et ça crée une chicane, imaginez-vous quand vous faites des plus gros changements. T'sais. Alors, il ne faut jamais banaliser un changement. C'est comme dire, ça va être simple, ça ne va pas être compliqué. Parce que nous, quand on fait le changement, on y pense, on l'a dans la tête. Mais quand ça arrive jusqu'au pompier ou à l'inspecteur ou à l'employé civil, ben, c'est peut-être pris d'une autre manière. Fait qu'on s'est associé avec les ressources humaines et on a fait, c'est sûr, avec la firme, on a fait des ateliers. Ça, c'est sûr, pour voir qu'est-ce que le plan stratégique, c'est pas juste le service qui l'a fait, mais on a travaillé en collaboration avec les gestionnaires, avec les employés. On a fait aussi un sondage. On était loin dans notre réflexion. Fait que c'est pas le plan stratégique de Patrick Taillefer, c'est le plan stratégique de l'organisation puis du service d'incendie. Fait qu'on a vraiment travaillé tout le monde ensemble. Puis par la suite, quand on a fait la mise en place, on était vers la fin de déploiement du plan stratégique, on a fait d'autres ateliers aussi avec les gestionnaires pour voir comment ils voyaient ça, pour être sûr que l'arrivée du plan stratégique ait le moins d'impact possible. Puis je parle d'impact dans le sens négatif ou de créer du stress sur l'organisation. On voulait qu'il y ait de l'impact justement positif, puis que ça soit bien pris, fait qu'on a travaillé. Est-ce que ça a été parfait? Non, c'est jamais parfait. Mais c'est pour ça que dans tout ce qu'on a fait, je vous donne un exemple, dans la croissance, la performance, on écrit le rôle et la responsabilité de tous les postes. On a écrit les rôles.
puis pas pour que ça reste sur une tablette. Puis on est vraiment dans le changement, parce que dans ce changement-là, je me souviens plus du nombre, là, mais je me souviens pas si 50 ou 60% des gens changeaient de poste. Okay. Ben, en réalité, tout le monde a changé de poste. Ou eu des promotions. Fait que c'est quasiment 100%. Là, j'ai fait lever la main au dernier lancement des objectifs. Puis j'ai demandé à tout le monde qui avait bougé de poste ou une promotion au cours des 2 dernières années, là, à peu près. Là, puis quasiment 100% des gens ont levé leurs mains. Fait que tout le monde a bougé. Alors, c'était important d'écrire les rôles de responsabilité, de s'asseoir avec les gens, puis de dire, voici ton nouveau rôle, puis ça va être en évolution. Parce que c'est pas juste un rôle, on écrit ça puis ça bouge pas. C'est en évolution parce qu'il y a des postes qui n'existaient pas dans l'organisation ou qui étaient transformés. Alors, c'était dur, on n'est pas des devins, fait qu'on a écrit quand même ce qu'on pensait. Et les rôles ont été en évolution. Fait qu'on a fait ce changement-là. Puis après 6 mois, 1 an, on a revisé les rôles, justement pour s'assurer qu'on s'en allait dans la bonne direction, pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'organisation. Parce que la structure qu'on met en place, c'est vraiment une structure pour passer les 10 prochaines années. On va être capable de soutenir l'organisation dans la croissance avec cette structure-là. Il manque encore quelques postes. Je vous dirais, je serais malhonnête de vous dire qu'il ne manque pas peut-être entre 4 et 5 postes, ce qui n'est pas si énorme que ça, ça fonctionne vraiment bien. Mais il fallait laisser vivre l'organisation. Parce que, je vous donne un exemple. Si on avait dit même matin, la gestion des effectifs, ceux qui font la paye, tout ça, j'ai dit, ça me prend, mettons, 3 postes de plus. Mais là, on s'en vient avec un nouveau système informatique. Il y a un nouveau système qui arrive dans le service qui change complètement 100%, il va gérer 100% du service au complet. Okay. Tout un système au complet qui va, on avait 2-3 systèmes, et là, on s'en vient avec un nouveau système, un investissement de 3,5 millions, un nouveau système au complet qui va être plus moderne. Ce qu'on veut, on est en finalité, mais on veut que le pompier puisse faire accepter le TS par son téléphone cellulaire. On veut que ce soit le pompier ou les employés aient accès à certaines informations par téléphone cellulaire. On veut que tout le système soit gère tout, puis qu'on ait de l'information qui nous aide à la prise de décision, etc. Donc, ce système-là va faire en sorte que ça va empêcher, peut-être qu'on avait des besoins en ressources, je vous donne un exemple, les 14 400 visites qu'on faisait, c'était un adjoint qui prenait les 14 400 visites, mais on l'embauchait pour l'été, une adjointe en surplus structure, et elle rentrait toutes les données manuellement. Wow. Manuellement. Puis on avait nos inspecteurs, qu'eux, ils font une inspection encore papier aujourd'hui, puis là, après ça, ils rentraient dans le système. Et là, on s'en vient avec un système, on a des solutions mobiles, fait que c'est sûr que nos pompiers, on va faire les inspections avec une tablette. Ça va être plus fin de l'année prochaine, début de 2026. Les pompiers, on est sûr, ça va être pour 2026, pour la nouvelle saison de vérification d'avertisseurs de fumée. Les inspecteurs seraient plus à l'automne, mais on veut une solution mobile. Fait que là, ce qu'on va faire, juste ça va enlever toute la double saisie. C'est un exemple. Puis quand on parle de performance organisationnelle, ça en est une, qui va faire, puis on va arriver à l'ère 2025, on s'entend, là. Et ça va faire en sorte que, peut-être qu'on va dire, on pensait avoir besoin du monde là, d'employés supplémentaires dans cette zone-là, puis on n'aura pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé avec une solution mobile ou on est arrivé avec un nouveau système informatique qui fait en sorte que ça évite. Il y a des choses qu'on faisait manuellement qui vont nous enlever cette lourdeur-là. Autant au niveau de l'inventaire, d'équipement, il y a beaucoup de choses qu'on va mettre en place avec ce système-là au fil des prochaines années. Fait que c'est sûr et certain que ça va... on attend ça pour savoir, parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas être à 100% pile de ce qu'on avait besoin, c'est normal. Hein? Puis c'est un plan stratégique qui est en évolution. Hein? C'est pas un carcan fixe. Puis si vous prenez le plan stratégique du service, c'est pas un plan stratégique de 375 pages. C'est à peu près 20 pages. Pourquoi? Justement, parce que c'est un cadre qui nous donne une vision, une ligne directrice. Justement, qui n'emprisonne pas, finalement. Non, exactement. C'est ça qu'on voulait pas. Là. Comment faire? Parce que dans la gestion de changement, l'aspect communication est hyper important de pouvoir rejoindre les pompiers parce que la direction a une vision, la direction a des projets, mais il faut être capable de descendre ça au niveau du terrain. Comment faire pour, à 9 casernes, 4 groupes de travail par caserne, 300 de pompiers, le directeur ne peut pas faire une tournée à toutes les années de ces 36 groupes-là de travail. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les pompiers sur le terrain, à Laval? La première chose qu'on a faite, premièrement, quand on a déposé le plan stratégique, on a fait, pas une tournée, parce qu'on va pouvoir la tournée des 36 postes de travail au total, mais on a fait les 4 équipes, plus après ça les inspecteurs, plus
les employés de soutien. Fait qu'on a quand même rencontré toutes les équipes à plus grand nombre, mais on est parti en tournée quand même. On est parti en tournée après ça, la nouvelle direction, parce qu'on avait une nouvelle direction complète. Fait qu'on on a fait tous les postes de travail. Au total, c'est environ 40 postes de travail. On a fait ça, c'est la première chose qu'on a faite. Répondre aux questions. C'était vraiment une rencontre informelle. C'est sûr qu'on avait de l'information qu'on leur donnait, mais on leur a dit, posez-nous des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Fait qu'on a fait une tournée complète. Ça a été la première chose qu'on a faite pour connaître les besoins. Là, on est en plein virage, en pleine transformation. C'est sûr, certains aussi, ce qui est important aussi, c'est la communication au niveau des employés, mais aussi au niveau de le travail avec notre partenaire syndical. C'est important, une bonne collaboration, des bons échanges, une bonne communication, parce que ce qu'on veut, c'est justement c'est qu'il y ait une bonne dynamique, je veux dire, avec le partenaire syndical, nos employés et l'équipe de la direction, justement, pour que l'information circule de la bonne manière, puis d'être présent. C'est sûr, certains, dans la nouvelle structure, nos chefs n'avaient pas le temps d'être présents en caserne. Ça, c'est la première chose. Ils étaient occupés beaucoup d'administratifs. C'était les interventions, l'administratif, puis du temps en caserne. Avec la nouvelle structure, en ayant mis un chef de division par équipe, c'était pour reprendre l'administratif parce qu'on voulait que nos chefs soient présents en caserne. Autant pour soutenir les officiers, autant pour transmettre l'information, puis autant pour être présent à ces interventions, faire du coaching, faire soutien aux officiers. Puis on voulait s'assurer aussi qu'il y ait du transfert de connaissances aussi au niveau de nos chefs vers les officiers, puis des officiers vers les pompiers. Parce qu'à Laval, on a des jeunes, pas en âge, mais on a des jeunes pompiers. C'est 50% du service à 10 ans et moins. Des jeunes officiers, lieutenant-capitaine, jeunes chefs aux opérations, puis tout le temps en expérience, pas en ancienneté, jeunes chefs de division, jeunes membres de la direction. On a tous jeunes. Fait que c'est important d'avoir du soutien à tous les niveaux. Fait qu'en mettant des chefs de division sur les équipes, ça nous a permis de soutenir nos nouveaux chefs, parce qu'ils sont tous jeunes, là, ils ont 2 ans et moins d'ancienneté. Et on voulait aussi que nos chefs soient présents en caserne, descendre l'information. Parce que rien de mieux qu'une présence en caserne, du contact humain. Parce qu'on a beau écrire des communiqués, on est à un air qu'on communique beaucoup, mais qu'on ne se parle pas beaucoup. On communique beaucoup, mais on ne se parle pas beaucoup. Ça veut dire qu'on envoie des communiqués, on envoie de l'information. Il y en a de la ville, il y en a du service d'incendie, mais rien de mieux qu'une bonne discussion en caserne. C'est sûr que la structure, le plan stratégique, on dit c'est 2023, je veux dire, c'est quand même, c'est pas récent, mais la structure a été terminée d'être mise en place fin 2024 environ. Okay. C'est quand même assez très jeune du déploiement de la structure, mais le but ultime, c'est de mieux communiquer avec nos casernes, puis d'être plus présent et de faire de la communication directe, dire va en caserne. On a fait un projet, je vous dis n'importe quoi, là, ça n'a pas rapport. Mettons, on a mis une nouvelle appareil respiratoire en place. Après, mettons, 6 mois, ça va être va en caserne. Va faire un petit sondage, mais pas un sondage que tu envoies par Internet. Va parler à tes officiers, à tes pompiers. Prendre le pouls. Oui, le pouls, puis remonte ça à la direction. Il n'y a rien de mieux que ça. Parce qu'un sondage, c'est bien le fun, mais souvent, ça ne répond pas à toutes les questions. Ouais. Ça pas touche. Fait que va en caserne, ramène ça, puis ramène-nous l'information, puis qu'on ait le vrai pouls, puis qu'on prenne des bonnes décisions. Puis c'est sûr qu'on veut impliquer, puis c'est prévu dans le schéma, dans le plan stratégique, on veut impliquer nos pompiers. La nouvelle génération a besoin d'être impliquée, a besoin de comprendre, fait qu'on veut les impliquer. Là, on n'est pas encore rendu à cette phase-là, parce qu'il fallait mettre la structure en place, qu'elle soit stable. Et, mais on voulait vraiment qu'ils soient impliqués dans leur projet. Ils sont déjà quand même bien impliqués au service d'incendie. Si je regarde, les pompiers instructeurs, comme dans d'autres villes, on a des pompiers instructeurs. On a des chargés de projet qui sont au soutien technique. On a beaucoup de pompiers impliqués dans notre soutien technique. Puis dans différents événements. On s'en sert. La grande fête des pompiers, c'est un exemple. On a des chargés de projet. Il y en a plusieurs qui sont impliqués pour la grande fête des pompiers en dehors de leurs heures de travail. On a un mémoire historique. On veut que nos casernes représentent vraiment l'histoire du service. Fait que là, il y a un chargé de projet qu'on a affiché pour quelqu'un qui va justement se promener dans les casernes et essayer que chaque caserne
représente la mémoire historique du service. C'est quoi? C'est-tu de mettre des artefacts? C'est-tu de faire des murales sur les murs dans les casernes? C'est de regarder comment les pompiers dans chaque caserne vont se sentir impliqués puis concernés par leur milieu de travail. Parce qu'on veut vraiment qu'il y ait un sentiment d'appartenance à la caserne, au service. Quand les nouveaux camions vont rentrer, on va regarder est-ce que vous voulez avoir des drapeaux sur les casernes, sur des trucs de pompiers, marqués comme un petit peu on voit dans d'autres services, marqués, mettons, chemédé dans la vitre du véhicule. On veut vraiment que le pompier se sente concerné, puis qu'il y ait un sentiment d'appartenance face au service incendie, qu'on va les impliquer justement pour ça. Je le vois au-delà même du sentiment d'appartenance, c'est dire, il y a de la mobilisation carrément, de dire, je veux que l'énergie des pompiers de Laval soit mise à contribution pour le service incendie de Laval. Donc oui, il y a un sentiment d'attachement à leur service, mais de se mettre en place pour travailler à l'évolution finalement du service. C'est un peu ça que je comprends. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un bout de chemin à faire encore, là, parce que là, il y a eu un virage. On a 50%, il y a eu beaucoup, pas loin de 180-190 pompiers, qui est beaucoup pour le service incendie de Laval, qui sont arrivés au cours des je ne vais pas dire 8 dernières années, peut-être 5 dernières années, là, parce qu'on a mis des véhicules supplémentaires en service. On a eu des pas de départ à la retraite. Fait qu'on a une nouvelle génération. Il faut même nous s'adapter. Je vous dirais qu'on n'a pas encore la note de 10 sur 10 par rapport à ça, mais il faut s'adapter à la nouvelle génération parce qu'on veut qu'ils se sentent impliqués. Il faut regarder comment on va aller chercher justement pour qu'ils se sentent impliqués. Parce que la génération qui est plus peut-être votre époque, la mienne, en tout cas, on connaissait déjà comment aller la chercher, mais la nouvelle génération, c'est différent. Mm-hmm. Puis, il y a un volet que nous, il faut s'adapter. Eux, il faut s'adapter, qui s'adaptent aussi à nous, mais il y a un volet que nous, il faut s'adapter justement pour aller les chercher. Puis c'est là-dessus qu'on est présentement, là, à travailler comment trouver le meilleur volet pour les impliquer, qui se sentent concernés et qui aient le goût de s'impliquer dans le service d'incendie. C'est quoi le compte TikTok de Patrick Taillefer? Non, c'est une blague. Ben justement, parlant de ça, relation avec nos gens, nos pompiers, en tant que directeur, comment tu vois ça, la collaboration avec le syndicat? Ben, nous, on a la chance depuis, quand je parle aux différents, aux chefs, même aux pompiers, aux plus âgés, je vais dire ça comme ça, là, qui ont 20 ans et plus de date, il y a eu à Laval, là, si j'enlève, mettons, l'histoire des caisses de retraite, à peu près pas de moins de pression depuis les 20, 22, 23, 24 dernières années, qui fait en sorte qu'il différencie beaucoup Laval du reste du Québec. Je vous dirais, puis je connais pas tous les services d'incendie, je connais pas savoir si on fait ou pas des moyens de pression ou quoi que ce soit, mais ça nous différencie beaucoup. Pourquoi? Parce que ça laisse des traces. Moi, je l'ai vécu. J'ai fait 29 ans à Montréal. Ça laisse des traces. Je connais des gens qui ont quitté, autant des pompiers que des membres d'état-major qui ont quitté précipitamment à la retraite parce qu'ils n'étaient plus capables de cette ambiance-là. Ça fait beaucoup de dommages dans un service d'incendie parce que ça ralentit le développement d'un service d'incendie et ça crée des différends qui font en sorte qu'il y a des gens qui restent avec une amertume des deux côtés. Puis ça ne fait pas avancer. C'est pas ça qui fait la différence. Si on regarde le positionnement du service d'incendie de Laval, autant au niveau, où se situe au niveau du Québec, est très bien positionné comme service d'incendie. Puis quand on parle aux élus, ce qu'on se fait dire, puis à la direction générale, vous, les pompiers, vous êtes exemplaires. Les pompiers, je leur dis toujours quand je vais en caserne, quand j'ai fait ma tournée de caserne, je leur dis toujours merci. Je leur dis toujours merci. Parce que c'est grâce à vous, quand je présente un dossier au conseil exécutif ou au conseil municipal, que je présente un dossier parce que j'ai besoin de camions, parce que j'ai besoin de nouvelles casernes, que j'ai besoin d'argent pour les maladies professionnelles, pour mettre des laveuses dans toutes les casernes. La crédibilité que vous avez sur le terrain, la crédibilité que quand vous intervenez, le niveau de service que vous donnez aux citoyens fait en sorte que ça donne une crédibilité quand le directeur se présente devant les élus, devant la direction générale. Je me mets à la place d'un jeune en caserne qui écoute un directeur dire... Vous savez, la relation entre le syndicat des pompiers et la ville, c'est hyper important, surtout face aux élus. Ça fait avancer l'organisation, ça aide l'organisation à présenter des projets. Ça fait-tu vraiment une différence? Je vous dirais que oui. Écoutez, à toutes les fois que je me présente, puis je l'ai dit en caserne, en tournée de caserne, j'ai pas sorti ça de nulle part. Quand je faisais ma tournée de caserne, je disais tout le temps aux pompiers merci.
merci de ce que vous faites tous les jours. Merci de votre travail exceptionnel. Merci de bien faire votre travail, mais tout le temps de le faire mieux, de jour en jour. Parce que le fait de faire votre travail de cette façon nous donne une crédibilité importante au niveau de la direction quand on présente des projets. Parce que les élus nous disent tout le temps, les pompiers, vous êtes exemplaires. Puis ils ne sont pas obligés de dire ça. Ils ne sont pas obligés de dire que les pompiers sont exemplaires. Parce que si vous le dites, c'est parce que vous le pensez. Puis le fait qu'ils trouvent les pompiers exemplaires dans leur travail fait en sorte que ça nous aide dans notre crédibilité quand on présente des projets. Nous, c'est sûr, comme direction, on monte nos projets parce qu'on veut qu'ils soient acceptés. Mais ça va ensemble, ça va de pair ensemble. Ça va dans le sens, un ne va pas sans l'autre. Je peux présenter des projets au niveau des élus, au niveau de la direction générale, mais si les pompiers de l'autre côté n'avaient pas une crédibilité, n'avaient pas ce travail exemplaire qu'ils font jour après jour à Laval, au service d'incendie de Laval, ferait en sorte que ça nous aiderait moins à vendre nos projets. Et pourquoi? Ben, c'est comme dans n'importe quoi. J'ai travaillé dans d'autres services d'incendie où les ventes des projets étaient plus difficiles parce que les relations de travail étaient plus difficiles. Alors, on avait moins d'écoute. Et je vous dirais qu'à Laval, on a l'écoute, on a la crédibilité, on a le soutien. Et ça ne serait pas là si les pompiers, jour après jour, ne donneraient pas ce soutien-là, ce travail exemplaire-là. Puis il n'y aurait pas une belle dynamique entre les pompiers, la direction, l'état-major, dans l'organisation. C'est ça qui fait en sorte, c'est un tout, qui fait en sorte que les projets sont vendus d'une façon... payante, finalement. Ouais, exactement. C'est là où on voit l'écoute, finalement. Il y a un lien direct, de ce que je comprends, entre l'écoute des élus puis le travail des pompiers, finalement, dans leur exemplarité, dans leur comportement. Oui. Puis c'est un tout. Là, la grande fête en fait partie, la course des pompiers, tout fait en sorte que c'est un tout. Parce que l'implication des pompiers, la loyauté, comment je pourrais dire ça, le sentiment d'appartenance à la ville fait en sorte qu'aujourd'hui, on est rendu là. Puis, je vous dis, on est très bien positionné au niveau provincial, à tous les niveaux, pour donner un service qui va grandir, puis de la bonne manière, parce qu'il y a cette dynamique-là. Ça prend cette dynamique-là dans un service d'incendie. Puis là, j'ai parlé à différents confrères de travail au fil de ma carrière. Puis, quand il y a pas tous ces éléments-là, des fois, ça laisse des traces. Ça laisse des dommages qui font en sorte, puis ça ralentit le développement d'un service d'incendie. Puis, fait en sorte que, au bout de la ligne, quelque chose à mettre en place qui prendrait 1 an, 2 ans, 3 ans, va peut-être en prendre 5 à 10 ans parce que, justement, qu'on vit cette dynamique-là. Mais nous, on a cette chance-là. Puis, qu'est-ce qui nous a permis de se développer au cours des 5-10 dernières années? C'est ce volet-là. Il y a une dynamique du service d'incendie qui a pas ailleurs, que je ne retrouve pas ailleurs, que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Quand j'arrive à Laval, quand je rencontre un pompier, quand je vais en caserne, puis on a des valeurs, puis la valeur de proximité est importante au service, puis elle va rester là. Puis tout à l'heure, vous me posez la question, puis ça m'a fait réfléchir, je pensais à ça. Comment vous communiquez avec les pompiers? On fait une grosse cérémonie quand on fait des promotions, lieutenant, capitaine. Mais aussi, il y a une valeur de proximité. À chaque promotion, on rencontre individuellement tous les officiers, 100% des lieutenants, capitaines, chefs. Puis justement, pour ce contact-là, ça veut dire que quand il y a une promotion, pompier un tel est nommé lieutenant, on y est invité quartier général dans le bureau du directeur. Et là, on fait venir ses chefs, on fait venir toute la direction et on s'assoit avec, puis on échange avec lui. Et les gens échangent. Ça me permet de connaître les gens parce que moi, justement, je ne suis pas natif de Laval. Alors, je connais moins les pompiers et les officiers. Fait il y a un tour de table qui se fait, puis là, il y en a qui va dire félicitations pour ta promotion, je me souviens qu'on était ensemble, pompiers, blablabla. Puis ça fait en sorte que j'apprends à connaître les gens par le message qui est autres. Fait que ça fait que chaque officier, lieutenant, capitaine, chef, tout le monde passe dans le bureau du directeur et on a cet échange-là, malgré qu'il y a une grosse cérémonie, qu'on remet, nous, on remet le casque, la promotion, on donne félicitations. Mais ce petit moment-là intime de proximité est là. Et tout ce volet-là, tout est ensemble, fait en sorte que on est rendu là aujourd'hui, puis pourquoi ça fonctionne bien au service d'incendie de Laval, c'est parce que ce volet-là. Puis la crédibilité, quand je vous parlais, les élus nous disent qu'on est exemplaires, c'est tout ça.
C'est tout ça ensemble, un dans l'autre, qui fait en sorte que on ne serait pas là aujourd'hui. OK. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Absolument. Tout à fait. J'aurais une question, peut-être côté leadership. Comment est-ce que tu définirais ton style de leadership comme officier, comme chef, comme directeur? Parce que c'est clair que ton leadership, dans ton parcours, n'a pas changé. Tu as été lieutenant, tu as été capitaine, tu as été chef. Aujourd'hui, directeur, tu as su t'adapter probablement. Mais le leadership personnel, lui, probablement que c'est le même. Bien, c'est sûr que moi, l'humain est au cœur de ma préoccupation. Parce qu'on ne gère pas des chaises, on gère des humains. C'est sûr et certain que si je ne connais pas la personne en face de moi, si je ne connais pas les gens avec qui je travaille, puis là, je ne peux pas connaître tous les pompiers, mais c'est pas ça le but. Mais ça me permet de prendre des bonnes décisions et de comprendre un petit peu le comportement. Si je recule plus loin dans ma carrière, quand j'étais nommé chef aux opérations, à l'époque, j'avais 6 casernes. Quand on m'a nommé là, on m'a dit « Patrick, on t'envoie dans une des divisions les plus actives à Montréal. » J'étais content, beau défi. Moi, j'aime l'action, tout ça. Mais, il y avait un mais. Okay. On est la division la plus disciplinée en ville. Sur 6 casernes, il y a 4 casernes avec des problèmes de dysfonctionnement. Discipliné, pas dans le bon sens. Non. T'es pas discipliné, OK, je comprends. C'est ça. Et il y a des problèmes de comportement, de dysfonctionnement des casernes. Et il y a un chef qui a fait un burn-out, l'autre a demandé de sortir. Beau défi. T'sais. Et je me suis posé la question, bon, je vais essayer de comprendre. Je suis arrivé là, rencontrer mon boss. Et par la suite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de différent? Dans un premier temps, j'ai tiré la filière. À l'époque, c'était une filière. Tous les dossiers étaient dedans. J'ai lu tous les dossiers des employés, un à un, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Ce que je comprenais, c'est que on n'avait pas... Je pense qu'à la fin, c'est que les gens se posaient plus de questions. On me disait, il arrive de quoi? Bang, on discipline, on se pose pas de questions, on gère pas les grilles, c'était noir ou blanc. Et moi, j'ai dû m'en faire l'inverse. Et ce que je me suis dit en arrivant, puis au début, quand je suis arrivé, on sentait un petit peu quand je rentrais dans les casernes, un petit peu le stress, tout ça, on sentait que le chef s'en vient, c'est ça exactement. Il y avait une tension. C'est ça. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai pris on appelait ça des CG à l'époque, mais j'ai pris la liste des employés. Et dans chaque caserne, je rentrais, je me suis dit, je me donnais un mois pour apprendre à connaître le nom de tout le monde. Et je mettais, quand je rentrais, je disais, OK, lui, il s'appelle Joe Blow. Je vais marquer, lui, c'est chauffeur d'échelle. Là, je marquais toutes les informations à côté, puis je me laissais des notes. Et là, j'allais voir, mettons, il y avait quelqu'un, j'arrivais sur le plancher de garde, je disais, comment ça va, blablabla. Puis là, je jasais avec, puis il me disait, je m'en vais en vacances. Ah oui, tu t'en vas en vacances où, mettons, à Walt Disney avec ma famille. Je marquais Walt Disney. Puis pourquoi je faisais pas juste ça pour bien paraître? Je m'intéressais, mais c'est sûr qu'au début, je ne pouvais pas tout retenir. Mais ce que ça faisait, c'est quand je retournais, mettons, 2 semaines après, je rencontrais l'employé, puis là, je disais, hey, puis ton voyage à Walt Disney, il disait, oh, Colin, il est intéressé. C'est pas juste un numéro. Puis le but de ça, c'était que je voulais pas qu'il soit un numéro, mais je me donnais des outils pour être sûr qu'il ne soit pas un numéro. Et après un mois, je connaissais le nom de tout le monde. Et j'ai commencé à m'impliquer avec les casernes aussi, m'impliquer dans leurs pratiques, m'impliquer avec eux autres, d'être disponible. Et ça commençait à changer la dynamique, tranquillement, pas vite. Ça ne s'est pas fait en un mois, mais dans de peut-être 1 an à 3 ans, là, le changement a eu lieu. Puis on a fini à la fin avec c'est la division la plus performante en ville. Pas parce que j'étais meilleur qu'un autre, c'est parce qu'on avait tous les éléments, mais là, on ne donnait plus de chance. On ne donnait pas la chance aux pompiers, en réalité. Et quand je suis arrivé à Laval, on a fait un petit peu la même chose. Je ne connaissais pas les gens. Je ne venais pas du milieu. Je connaissais la ville, tout ça, mais je ne connaissais pas... j'avais de la famille à Laval, mais je ne connaissais pas le service d'incendie. Quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, après avoir rencontré le directeur, bien sûr, j'étais le directeur adjoint, j'ai été déjeuner avec 100% des gestionnaires, 100% que ce soit civil, pompier. J'ai été déjeuner et je leur posais toute une question. Je leur disais toujours, j'ai dit, moi, je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre à une des questions. La deuxième, oui, mais la première, pas nécessairement. J'aimerais ça savoir de où vous venez personnellement puis où vous venez professionnellement. Pourquoi? Mais ça m'apprend à connaître la personne. Si tu me dis, je viens d'une famille dysfonctionnelle, mon père est alcoolique, moi, ça me comprend des fois à comprendre comment tu penses, comment tu gères.
Il y en a un qui m'a dit mon père était très autoritaire, lui c'était un performant. Lui, il aime ça quand ça performe. Je comprenais, OK, lui, il vient d'une famille autoritaire, la performance, c'est important. Puis après ça, il me disait d'où il venait. Moi, j'étais pompier depuis tant d'années, j'étais lieutenant, capitaine, tout ça. Fait qu'un dans l'autre, pour moi, c'était important parce que le fait de connaître mon gestionnaire, d'où il vient personnellement puis professionnellement, fait en sorte que je fais des liens entre les deux. Ça fait un tout. Ça fait un tout. Fait que ça me permettait de connaître un petit peu l'individu, puis ça me permettait de connaître les gens que je n'ai pas connus dès le départ de ma carrière. Ça m'a aidé aussi dans la gestion quand je suis arrivé au début, autant la gestion en général, mais aussi dans des situations ou l'approche, parce que l'approche est différente, on est tous différents. L'approche est différente. Fait que moi, ça me permet. Fait que moi, le volet, je vous dirais, tout ce qui est le volet humain, comprendre, j'adore la psychologie aussi. Je lisais des livres, parce que là, j'ai moins de temps ces temps-ci, mais des petits livres de psychologie juste pour comprendre un petit peu l'humain, parce qu'on gère des humains. Hein? La masse... On gère pas, on n'est pas une compagnie qui fabrique des choses, on gère des humains. Fait qu'il faut s'intéresser à l'humain pour pouvoir faire avancer un service. Puis fait que pour moi, c'est vraiment le leadership. Premièrement, il y a un leadership par la mobilisation. Fait que c'est sûr que j'aime mobiliser les gens. J'aime que les gens qui adhèrent, il ne faut pas juste adhérer parce que tu n'as pas le choix. Ils adhèrent parce qu'ils adhèrent réellement, qu'ils aient le goût de s'impliquer, qu'ils aient le goût de travailler, pas juste pour moi, mais pour le service d'incendie. Dans mon style de leadership aussi, quand je fais du coaching avec les gens, tu as deux types de coaching. Tu as le coaching par performance puis le coaching par développement. Moi, je suis plus le coaching par développement. C'est quoi la différence entre les deux? C'est performance, et si tu viens me voir, tu me dis, Patrick, qui dit, j'ai un dossier, tu fais quoi là-dedans? Je fais ça. Et tu pars avec, tu viens d'apprendre qu'il faut faire ça. Moi, je ne suis pas dans ce style de coaching-là, je suis dans le développement. Fait que si tu viens me voir, je vais te dire, Simon, tu viens me voir, tu vas me dire, Patrick, je veux faire ça. Je dis, OK, toi, tu ferais quoi? OK. Moi, je t'amène à réfléchir. Et ce que ça fait, c'est que ça développe les gens. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde veut avoir mon poste. Pas me poignarder pour avoir mon poste, mais qu'ils veulent avoir mon poste. Pourquoi? Je veux qu'ils se développent. Je veux qu'ils deviennent plus performants que moi. Puis je veux qu'ils soient... puis je ne m'entourerai jamais de gens tous comme moi. Moi, je veux des gens... Moi, mon équipe de direction, je veux qu'elle soit différente. Je veux pas toutes des Patrick Taillefer. Je veux des gens différents. Et je veux qu'ils se développent. Fait que quand je fais du coaching par développement, moi c'est important, c'est que je le pousse à prendre une décision. Puis s'il n'est pas sûr, puis il y a la décision A et B, il vient me présenter la position A et B, il va le faire réfléchir, mais pour moi, c'est comme ça qu'on développe des gens. C'est comme ça qu'on devrait développer des gens dans tous les niveaux. Parce que c'est sûr que tu donnes, quand tu dis fais ça, bien là, OK, tu vas apprendre, OK, dans ce cas-là, je devrais faire ça, mais ça ne t'aide pas à réfléchir la prochaine fois si tu te retrouves tout seul dans une situation X, Y, Z. Fait que moi, dans mon style de leadership, c'est vraiment aussi dans du coaching. Je fais du coaching par développement. Je veux que les gens se développent, les gens réfléchissent et les gens apprennent à prendre des décisions pour un jour avoir besoin de moi. T'sais. Puis moi, c'est comme directeur, c'est sûr que si tu fais du coaching de performance tout le temps, puis tu es toujours là-dedans, de l'autre côté, moi, ça m'enlève du temps aussi comme directeur, de faire évoluer le service, d'être impliqué à la ville, d'être présent à différents endroits justement pour aller chercher du financement, aller chercher des ressources, soutenir l'organisation, puis que les gens deviennent autonomes dans leur poste. Fait que pour moi, c'est important, c'est dans mon style de leadership. Et vous avez sûrement vu que je suis quelqu'un aussi quand même qui est assez verbomoteur, mais il faut que je développe, même après toutes ces années-là, il y a toujours des choses qu'on développe, on est tout le temps à développer. Moi, j'apprends de tout le monde aussi. Moi, c'est important, j'apprends de chaque gestionnaire. Je ne peux pas dire à tous les jours, jusqu'à la fin de ma carrière, je vais apprendre. Fait que c'est important pour moi. Tout le monde va m'apporter de quoi. Aujourd'hui, ça va m'avoir apporté de quoi, cette rencontre-là. Fait que moi, j'apprends des gens. Fait que je prends tout le temps un petit bout de tout le monde. Malgré que ça fait 37 ans que je fais ça, je vais toujours apprendre. Et c'est ça. Fait que c'est tout ça pour dire que j'apprends. Fait que moi aussi, ça, c'est important aussi. Des fois, je manque peut-être un peu d'écoute. Ça fait on a tous des défis comme gestionnaire. Mais j'écoute plus qu'on pense dans le sens que ce que tu me dis, moi, ça apprend. Fait que je dis, OK, dans ce cas-là, as-tu vu ça dans mon petit Cardex? Ou en tout cas, je ne sais pas si les jeunes vont dire d'autres choses. Ce volet-là, je ne l'avais pas. Je vais venir le chercher puis je vais apprendre de tout le monde parce que on a tout le temps quelque chose à apprendre de n'importe qui, dans n'importe quelle situation. C'est pas vrai qu'on sait tout. Puis malgré ce nombre d'années d'expérience-là, fait que moi, j'apprends dans chaque situation. C'est ça qui me fait grandir. Puis c'est ça qui me fait aussi évoluer dans le temps. Parce que si j'étais resté, mettons, campé en 1988, quand je suis rentré pompier, j'aurais pas évolué de même. Puis c'est important. C'est important, justement, d'être à l'écoute puis de toutes les générations, justement. Parce qu'on va chercher de quoi
à tous les niveaux d'âge, il y a de quoi apprendre. Il y a de quoi apprendre. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on suit son époque, je vais dire ça comme ça, puis on continue à évoluer dans le temps. Là. C'est ça. Ben, en tout cas, une chose, c'est que si tu dis que tu continues à apprendre, je te confirme que nous, aujourd'hui, on a appris énormément. On a appris non seulement sur mieux connaître le service d'incendie de Laval, mais de voir un gestionnaire passionné, intéressé, puis une vision tout à fait. Je tiens à te remercier énormément de ta très grande générosité. Et en terminant, tantôt, tu as parlé du jeton de Laval, du jeton du Challenge Coin de Laval. Si je mets mon Challenge Coin sur la table, je l'ai pas. Patrick Taillefer, il l'a. Excellent, super. Mais ça va me faire plaisir de payer une bière à Patrick Taillefer et de te remettre le Challenge Coin de Flash Formation. Merci beaucoup. Je vous dirais merci beaucoup de votre temps. Puis ça a été un moment très agréable. Puis c'est sûr que ce que vous avez fait, vous ne savez pas, mais j'ai un petit peu regardé mon plan stratégique parce que c'est mon... Je suis une manière de parler, c'est mon livre de table de chevet. Mais ça faisait un petit bout que je n'avais pas regardé, puis ça m'a permis de... c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, ça va vite. Hein, la vie va vite, les années vont vite, les jours vont vite. Puis ça m'a permis de réfléchir sur certaines affaires que, peut-être que ça, on dévie un petit peu de où on voulait aller. Fait que je tiens à vous remercier de m'avoir fait réfléchir par rapport à mon plan stratégique, justement. De revenir aux sources, c'est important. Ah, ben génial. Ben merci beaucoup encore une fois. Merci Marc-Antoine Plaisir. De ta présence. Et pour nos auditeurs à la maison, ben on vous remercie encore une fois de suivre le podcast de Flash Formation et on vous dit à un prochain épisode. À bientôt tout le monde. Salut!